Un instant caresse, un moment RBS. Si je vous donne cette liste d'ingrédients, céréales, levure, eau, vous pourriez me dire en premier lieu que c'est ce qu'il faut pour faire du pain. L'aliment de base pour le repas, le compagnon discret mais essentiel de chaque table. Mais avec cette chanson assez méconnue de Brel, vous avez le pouvoir d'anticiper ma question et répondre la bière. Effectivement, avec ces ingrédients, on peut faire du pain et de la bière. Et de fait, ce sont les aliments les plus produits aux premières heures de la civilisation, dans le croissant fertile qui a vu l'homme dominer la nature. Faire de l'élevage et pousser des céréales, la première à croître dans les champs, n'étant d'ailleurs pas le blé, mais l'orge. L'orge servant aussi bien à faire du pain que de la bière. Alors, on ne sait pas vraiment ce qui a été le premier, la bière ou le pain, et à coup de balayettes, d'analyses, d'articles étayés, les archéologues cherchent à mettre un point final à cette question. Les indices sont troublants. On trouve des souches de levure pour la levée du pain autant que celles nécessaires à la fermentation de la bière. Il semblerait que le levain et le brassin ont coexisté et ont évolué de concert avec l'agriculture. À tel point qu'il ne me semblerait pas absurde de dire que, après les repas improvisés par des clans autour d'un feu de bois, les premiers villages d'agriculteurs aient festoyé en rompant le pain et en s'enivrant de bière. Il semblerait même que la première boisson alcoolisée produite par l'humanité soit la bière. Une bière basique, pleine d'éléments nutritifs, pas filtrée, pleine de gruau, et à boire très vite avec une paille, à cause des morceaux flottant dans cette soupe alcoolisée. La bière et le pain, à la base des premières civilisations, expliqueraient pourquoi notre monde est à la fois aussi pragmatique et aussi chaotique. Il faut une sacrée organisation pour produire de la nourriture, d'une part, pour les personnes qui vaquent à cette production, et pour toutes les autres qui se nourrissent de cette production, pain, légumes, viande et bière. Comment sait-on que la bière a eu un tel impact sur notre monde, au point de transformer 200 millions d'une tradition humaine faite de chasse, de cueillette et de pêche, vers une vie remplie d'une activité de cultivateurs, d'agriculteurs, d'hydrologues, d'ingénieurs, au service d'un pouvoir centralisé. Eh bien, en plus de ces traces de fermentation, de conservation de la boisson, dans des fonds de céramique, les plus anciens écrits relatent des échanges commerciaux de ces éléments céréales, pain, bière. En cunéiforme, le vocabulaire autour de la bière était même plus riche que pour parler du pain, de l'or, du pouvoir royal. Une telle trace dans un dialecte montre bien à quel point cette fermentation avait sa place dans le quotidien de cette humanité. Dans toutes les grandes civilisations, on trouve des traces de boissons fermentées à base de céréales, des boissons que l'on peut appeler des bières, à base de riz germé en Chine. D'ailleurs, les plus vieilles traces connues de céréales fermentées, chez les Aztèques et les Incas, des bases de maïs fermenté, une bière plus occidentale étant produite après l'arrivée des colons. Force est de constater que la bière nous a accompagnés tout au long de nos civilisations, à un point tel qu'on a du mal à l'imaginer. Par exemple, en Égypte antique, cette bière de base, à 1 ou 2 degrés, pas ou peu filtrée, était une des bases de l'alimentation, à tel point qu'une partie du salaire des ouvriers était payée en bière. On a même retrouvé des écrits relatant des reconnaissances de dettes en quantité de bière. J'allais dire de litres, mais je ne sais pas si le litre c'était la mesure de volume de l'Égypte antique. Les Gaulois ont inventé le tonneau pour faciliter les fermentations de la bière. Et la bière, très consommée dans les pays du nord de l'Europe, a été un des plus gros freins à l'expansion de la chrétienté. En effet, le vin étant considéré comme une boisson civilisée et sainte, le sang du Christ, et la bière, une boisson barbare, diabolique, a été interdite par les chrétiens. Charlemagne a dû peser de tout son poids d'empereur pour que la fermentation et la consommation de bière soient reconnues par les évêques, y compris celui de Rome. Il semblerait toutefois que ce combat ait été plus économique que religieux, parce que faire de la bière, c'était faisable dans toutes les fermes, avec peu de moyens, alors que la fabrication du vin nécessite des moyens plus conséquents, même pour une petite production. Ce qui permettait aux grands propriétaires de domaines de monopoliser la production et de s'octroyer de généreux bénéfices, dont une partie alimentait l'église de dons généreux, ce qui n'était pas possible avec la bière.
Une preuve du pouvoir économique de la bière, c'est que cette dernière était reconnue par l'Église quand Louis IX a proclamé une exclusivité de production au monastère. Sacré Moyen-Âge qui ne consacre la mousse que si cette dernière sort de ses cloîtres. Toujours est-il que la politique de la bière a évolué au cours de ce millénaire obscur. Puisque à la fin de cette période, la fabrication et la vente de la bière étaient essentiellement assurées par les femmes, sur les marchés ou par l'activité d'aubergiste, ce qui assure un excellent complément de revenus pour la famille. Une bière à consommer dans les jours qui suivent le brassage, goulûment et rapidement. Mais une des dernières transformations de la bière a accru son impact sur notre monde. C'est l'introduction du houblon dans la fabrication au courant du XVIe siècle, quelque part dans les Flandres, les actuels Pays-Bas. Alors, outre son amertume qui offre à la bière un côté désaltérant, cette plante avait de bonnes propriétés antiseptiques, ce qui a permis de retarder l'attaque des bactéries responsables de la dégradation de la bière, et donc sa conservation, ce qui a permis sa revente dans toute l'Europe, et donc une industrie de très gros volume de transport sur tout le continent. Un commerce international qui, selon certains économistes, serait à l'origine du capitalisme. De fait, la Hollande du XVIe siècle s'est enrichie de son commerce dans le monde, mais dans les comptoirs hollandais s'échangeaient bière, textiles, céréales et bien des produits ayant enrichi commerçants et armateurs de l'époque. Voilà que la bière est devenue un produit international. Et les tonneaux et les recettes ont fini par dépasser toutes les frontières et conquérir le monde. Comme cette recette de bière née dans les contrées lointaines de Bohême, la République tchèque de nos jours, dans la ville de Pilsner. La Pils, adoptée par nos brasseurs alsaciens, qui est une bière dont la production a arrosé toute la France, surtout Paris, pendant le Second Empire. L'Alsace envoyait dans cette ville un train par jour de bière. Beaucoup de brasseurs alsaciens ont ainsi pu faire fructifier leurs entreprises, comme nous le confirmera M. Haag de chez Météor. Pouvez-vous vous présenter pour nos auditeurs et nos auditrices et d'où vient le nom de votre brasserie ? Oui, bonjour, donc je suis Édouard Haag, le président de la brasserie Météor et représentant de la 8e génération dans cette entreprise familiale, plus ancienne de France, parce qu'on brasse sur ce site depuis 1640. Et on s'est appelé pendant très longtemps simplement du nom de la famille ou des familles Haag et Metzger. Et à partir de 1925, nous avons décidé de nous appeler Météor. Alors pour une raison, je dirais, assez simple, à l'époque l'Alsace était redevenue française, il fallait trouver un nom qui convienne aussi bien en français qu'en allemand. C'était aussi un peu l'époque où un certain nombre de brasseries arrêtaient de s'appeler par le nom purement patrimonial, le nom de famille, mais trouvaient des marques un peu plus porteuses. Et nous avons choisi à l'époque Météor parce que mon grand-père et mon arrière-grand-père étaient assez fans d'astronomie. C'est d'ailleurs toujours le cas, ça a traversé les générations. Et donc Météor nous plaisait particulièrement. D'accord. Alors avant tout, pour vous, c'est quoi une bière ? Alors, ce que c'est une bière, c'est avant tout, quand je pense bière, je pense au moment de plaisir, au moment de partage avec des amis, avec des proches. C'est une boisson qui est là pour rafraîchir, pour désaltérer, pour socialiser. Voilà, ça me fait penser à tout ça spontanément, la bière. Oui, et en termes de recettes, basiquement ? En termes de recettes, alors effectivement, j'irais de manière plus pragmatique. La bière, c'est avant tout une boisson fermentée à base de céréales. Il y a 4 ingrédients principaux pour faire de la bière. Il faut une eau de qualité, il faut du malt d'orge ou d'autres céréales éventuellement. Il faut de la levure et du houblon. Et avec ces 4 ingrédients principaux, on peut en rajouter d'autres, notamment des fruits, des épices. Mais avec ces 4 principaux ingrédients, on arrive à faire toute une variété de bières. Et je trouve que c'est ça qui est beau, notamment et noble dans notre métier de brasseur. C'est un peu comme un cuisinier qui, à partir des mêmes ingrédients, peut faire des plats très très variés, très très différents. Et donc, avant tout, une bière, c'est ça. D'accord. Si nous vous avons contacté pour cette émission, c'est avant tout parce que votre brasserie, c'est la plus ancienne d'Alsace, peut-être même de France. Et à ce titre, l'histoire de votre établissement parle aussi de l'histoire de la bière dans notre région. Alors, comment les deux sont liés et comment l'histoire a impacté votre brasserie ?
Oui, effectivement, nous sommes la doyenne des brasseries françaises puisque nous brassons depuis 1640. Donc non seulement nous sommes la plus ancienne, mais en plus la plus ancienne sur le même site. Nous brassons en plein cœur du petit village de Hörfelden, qui est à 25 km de Strasbourg. Et c'est vrai que c'est une grande fierté, en même temps une grande responsabilité aussi que d'être la plus ancienne brasserie. Et quand on regarde dans le rétroviseur, c'est vrai que notre propre histoire se mêle complètement avec la grande histoire à la fois de la région, de l'Alsace, de la France, de l'Europe, à commencer par tous les chamboulements en termes de changement de nationalité. Évidemment, l'Alsace, qui était française au XVIIe siècle, puis allemande, puis de nouveau française, puis allemande, puis de nouveau française. Ce sont des épisodes que nous avons connus, avec parfois des conséquences très pragmatiques, notamment commerciales. Quand en 1870, l'Alsace est devenue allemande, à l'époque, on avait des débouchés, notamment via le train de la bière, en région parisienne. Oui. Du jour au lendemain, tout d'un coup, cette France qu'on appelle parfois aujourd'hui la France de l'intérieur, le reste de la France hors Alsace, devenait un pays étranger vers lequel il fallait exporter notre bière, avec toutes les complications administratives qu'on imagine à l'époque, et c'est des choses qui sont d'ailleurs assez bien documentées. Donc on a dû plusieurs fois dans notre histoire, bien sûr, nous adapter à ces changements de nationalité, bien sûr aussi aux différentes guerres, les difficultés de ces guerres, au-delà de toutes les difficultés qu'on connaît, bien sûr, d'ordre national et autres, mais à l'échelle de notre brasserie, c'était déjà le manque de personnel, puisqu'un certain nombre de personnel était mobilisé, et puis aussi la difficulté d'approvisionnement de matières premières, bien sûr aussi un marché qui s'effondre. Donc on a connu des années de baisse drastique de la production, notamment en 1941, 1942, 1943. Et puis plus récemment, alors évidemment avec je dirais beaucoup moins de drames que pendant la Seconde Guerre mondiale, mais plus récemment malgré tout avec le Covid, étant donné qu'on vend beaucoup de nos bières dans les bars, les cafés, les restaurants, les 2 années de Covid nous ont beaucoup touchés, et on a connu aussi une baisse assez forte de la production de l'ordre de 40 à 50% en 2020 et 2021. D'accord. Vous parliez juste à l'instant du train de la bière. C'est quoi ça exactement, le train de la bière ? Le train de la bière, c'est quelque chose qui a été consécutif à la construction de la ligne ferroviaire entre Strasbourg et Paris, qui date des années 1850. Et à partir de ce moment-là, les brasseurs alsaciens, qui étaient réputés déjà pour la qualité de leur bière, ont commencé à envoyer à travers des trains qui étaient plus ou moins réfrigérés avec des pains de glace, de la bière vers la capitale. C'est ce qui a contribué aussi à cette époque à la renommée des brasseries alsaciennes, qui étaient reconnues notamment non seulement pour leur style, mais pour la qualité aussi de leur bière à une époque où il était beaucoup plus difficile de maîtriser la qualité. C'est ce qu'on dit historiquement, où l'Alsace envoyait un train par jour à Paris, c'est ça ? Oui, c'est ça. D'accord. Du coup, d'après vous, quelles sont les bières les plus consommées en Alsace et quelle est l'histoire et l'origine de ces produits ? Alors, les bières les plus consommées en Alsace aujourd'hui, mais c'est vrai aussi pour d'autres régions et même d'autres pays, ça reste les bières de type Pils ou Lager. Ce sont des bières de fermentation basse. C'est typiquement notre Meteor Pils ou la Meteor Lager. Ce sont des bières qui sont connues pour être très désaltérantes, néanmoins très difficiles à faire. Ça nécessite vraiment un savoir-faire, une maîtrise. C'est souvent à sa Pils qu'on reconnaît un grand brasseur. Nous sommes d'ailleurs les fervents défenseurs de ce type de bière et on pense que c'est des types de bières qui méritent d'être vraiment reconnus à leur juste valeur, encore une fois par la complexité de mise en œuvre lors de la fabrication, et puis parce que ce sont des bières qui sont à la fois très agréables, avec une fine amertume, en même temps très désaltérantes. On peut en boire aussi en quantité bien sûr raisonnable, la bière se consomme avec modération, mais néanmoins on peut en boire en quantité plus importante, et ça reste encore aujourd'hui pour nous la recette que l'on vend le plus, même si la Pils a été créée en 1927, donc elle a quand même une longue histoire. Mais c'est vrai qu'à côté de ces best-sellers, si je puis dire, on a de plus en plus de bières dites de spécialité, à commencer par les bières blanches, les IPA,
des bières brunes, des bières foncées, qui représentent d'ailleurs autant de styles. Quand je dis bière blanche, etc., ça veut pas dire grand-chose. Derrière, ce sont des white IPA, ce sont des blanches épicées, des blanches de type belge, etc. Et c'est autant de styles qui aujourd'hui conquièrent un public croissant en Alsace et ailleurs. Et en fait, ce qui est intéressant, je trouve, en tout cas à titre personnel, en tant que consommateur, c'est de naviguer un peu dans tous ces styles de bière. Il y a vraiment des moments là, l'été va arriver, il va faire chaud, on a envie de se désaltérer, de se retrouver sur une terrasse. Honnêtement, une bonne pils, il y a pas mieux. Inversement, il y a des moments où on cherche quelque chose qui a plus de caractère. On ira peut-être, par exemple, sur notre météore triple, qui est une bière qui est plus forte en alcool, à 8%, qui est plus ronde aussi. On peut souhaiter parfois aller sur une bière de type IPA, qui sont des bières qui sont fortement houblonnées. Voilà, je trouve que à chaque moment de la journée ou de l'année convient un style de bière. Ça dépend beaucoup du contexte. D'accord. Alors là, on parle de Météor bière d'Alsace, mais la bière a une histoire qui est au minimum 3 fois millénaire. Et à notre connaissance, tous les continents ont vu se créer des boissons qui sont issues de la fermentation de céréales. Et je me demande donc ce que nos bières doivent aussi à cette histoire mondiale. Alors, effectivement, je dirais la culture brassicole alsacienne, c'est une culture qui est issue d'influences multiples. Mais ce qui va bien avec l'Alsace, on est quand même à un carrefour de l'Europe. On a été toujours ballotté entre les mondes latins, les mondes germaniques, avec des influences diverses. Et je crois que d'ailleurs notre gamme aujourd'hui, que ce soit la brasserie Météor, mais sans doute aussi un certain nombre d'autres brasseries alsaciennes, est vraiment le reflet de ces influences multiples. On a à la fois une bière de type Pils, qui est vraiment l'influence plutôt de la Mitteleuropa, vraiment l'Europe centrale, des bières de fermentation basse. Le nom Pils d'ailleurs vient de la ville de Pilsen en République tchèque. C'est un style qui a été inventé dans cette ville, qu'on a été les premiers à faire en France. Mais à l'inverse, dans notre gamme, on retrouve des IPA qui sont plutôt d'influence anglo-saxonne. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de l'IPA, mais IPA, ça signifie India Pale Ale. Et ce sont des types de bières qui étaient volontairement un peu sur-houblonnées. Parce que le houblon a des vertus, on pourrait dire des vertus bactéricides. En gros, c'est bon pour la stabilité, pour l'hygiène de la bière. Et donc, à l'époque des Indes britanniques, les brasseurs anglais rajoutaient volontairement un peu plus de houblon pour être sûr que la bière reste de qualité à l'arrivée aux Indes après la traversée en bateau. Et ça a donné lieu à un style avec des bières plus fortement houblonnées, simplement parce qu'on rajoute notamment du houblon à froid. Le houblon n'est pas seulement ajouté en salle de brassage, mais ajouté aussi dans la bière quasiment terminée, ce qui permet de récupérer vraiment toutes les huiles essentielles. Et donc, c'est juste pour illustrer le fait que, peut-être à l'inverse du vin notamment, la bière est par définition une boisson qui est sujette à des influences d'un peu partout dans le monde. D'accord. Votre établissement, c'est la plus grande brasserie indépendante de France. Alors, quels sont les défis à ce niveau-là et qu'est-ce que cette indépendance apporte à un brasseur? Alors cette indépendance, c'est avant tout une histoire, c'est l'histoire d'une entreprise familiale. Je disais, je représente moi-même la 8e génération à la tête de l'entreprise, et on s'est toujours battu pour rester indépendant et justement pour ne jamais vendre la brasserie, le site à une multinationale, parce que ce serait quelque part condamner le site, condamner les emplois, condamner sans doute aussi le savoir-faire. On a vu trop de brasseries de taille plus ou moins similaire à la brasserie Météor fermer ou se vendre et puis finir par disparaître. Donc c'est déjà un moteur très fort que de vouloir continuer à faire vivre la brasserie, être fidèle aussi à notre histoire, à ceux qui nous ont précédés. Et puis, c'est quelque part vraiment motivant aussi de dessiner un avenir à cette entreprise. On existe depuis 1640. Je suis convaincu qu'on sera là encore dans des décennies ou voire des siècles, à condition justement de rester indépendant. Puis être indépendant, c'est aussi faire ce qui nous semble bon de faire en dehors de toute logique, je dirais, purement financière ou capitalistique. On reste vraiment une entreprise à taille humaine.
Nous sommes environ 250 salariés. Ça reste une entreprise, on peut se connaître les uns les autres. Et je pense que c'est une taille d'entreprise qui permet aussi un développement plus respectueux de notre ADN, bien sûr de l'humain, bien sûr des générations futures. Et c'est quelque chose auquel on croit énormément et pour rien au monde on échangerait ça. Mais est-ce que cette indépendance, ça vous permet aussi de développer les produits que vous souhaiteriez développer sans forcément penser uniquement à la rentabilité et à la clientèle? Ah, mais c'est certain, c'est évident. Je dirais, ça va vraiment de pair avec notre métier de brasseur. On est là avant tout pour faire des bonnes bières et le faire de manière durable. Encore une fois, on existe depuis des décennies et des décennies, et donc on veut tout faire pour être là encore dans des décennies, et ça passe notamment par un certain nombre de décisions qui ne sont pas forcément rentables, ou alors rentables à très très long terme, sur par exemple des investissements pour des économies d'énergie, pour diminuer de manière plus rapide, plus drastique les émissions de CO2, etc., et qui sont des logiques complètement extra-financières. Et ça, c'est quand même beaucoup plus facile de le faire quand on est indépendant. D'accord. On parlait de défis. Là, j'ai une question qui me vient. Est-ce que les défis qu'on rencontre à l'heure actuelle, c'est-à-dire les défis écologiques, ça impacte aussi votre travail, votre projection dans l'avenir? Oui, absolument. Ça nous touche à différents niveaux, bien sûr, sur le sujet des émissions de CO2. Et donc, nous faisons notre propre bilan carbone depuis maintenant une dizaine d'années. Un peu dans la logique de dire, ce qui se mesure s'améliore. Enfin, en tout cas, pour améliorer quelque chose, il faut commencer par le mesurer et se donner des objectifs, comprendre justement ce qui dégage des émissions de CO2 tout au long de notre processus. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on met tellement en avant la bouteille consignée. C'est parce que le fait de réemployer, donc de réutiliser une bouteille plusieurs fois, ça permet d'économiser environ 79% d'émissions de CO2. Et jusqu'à 30% de consommation d'eau. C'est vraiment quelque chose auquel on croit énormément et qui pour le coup est vraiment très alsacien, même si bien sûr on cherche à le déployer aussi au-delà de l'Alsace, mais en tout cas on s'est battu ces dernières années pour maintenir et continuer à développer cette bouteille consignée en Alsace, notamment pour ces questions écologiques. Et donc parmi nos sujets environnementaux, il y a aussi la question de l'eau. Alors on a déjà réduit de manière drastique nos consommations d'eau, parce que je me rappelle d'une époque où on consommait à peu près 15 litres d'eau par litre de bière. Aujourd'hui nous sommes à peu près à 4,5, donc on a déjà amélioré de manière vraiment significative, mais on peut encore faire mieux, et on a d'ailleurs des projets pour faire encore mieux dans les années qui viennent. D'accord. Une petite question encore sur la consigne. Est-ce que vous avez comme projet d'élargir la consigne ou notamment aux canettes ou à d'autres formats de bouteilles? Oui, alors surtout à d'autres formats de bouteilles. Donc, on a commencé par élargir notre gamme en bouteilles consignées. Donc, dans notre fameuse bouteille 75 centilitres, la bouteille verte, où on retrouve maintenant, au-delà de la Pils, des bières de spécialité, comme la Meteor IPA, la Meteor Hefeweizen, notre Meteor Bio. Et cette année, nous venons de lancer une gamme en 33 centilitres. Et on croit beaucoup d'ailleurs en ce format 33 centilitres consigné. Donc ce sont des bouteilles forcément plus petites, dans lesquelles on retrouve notre Meteor IPA, la cerise et la triple. Donc ce sont vraiment des bières de caractère dans notre gamme de bières de spécialité, et qui en plus sont dans des bouteilles qui vont pouvoir être réutilisées en moyenne entre 20 et 25 fois. Donc c'est vraiment vertueux. D'accord. Alors, quelles sont les bières du monde que vous souhaiteriez nous faire découvrir en tant que personne ou même en tant que brasseur? Alors dans le monde, il y a vraiment beaucoup de types de bières très 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 différents. Alors moi j'ai eu la chance de voyager pendant quelques années après mes études, pendant mes études. J'ai notamment habité en Californie, à San Francisco pendant un peu plus d'un an. Et je me rappelle d'avoir dégusté des bières, d'excellentes bières. Alors bon, certaines qui sont iconiques, par exemple la Anchor Steam. Et plus récemment, d'ailleurs, toujours aussi aux États-Unis, j'ai dégusté d'excellentes bières plutôt sur la côte est,
Je pense notamment à Other Half qui, à New York, fait une très très bonne DDH. Alors ça c'est vraiment un peu technique, mais une DDH, c'est une Double Dry Hopped, c'est-à-dire une bière qui est doublement houblonnée. C'est des bières qui ont vraiment énormément de caractère, qui sont faites de manière vraiment fantastique. Mais plus à l'est, on trouve aussi d'excellentes bières, notamment dans les pays baltes. En Allemagne aussi, bien sûr, certains styles très très classiques, notamment une bonne Hefeweizen allemande. Pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment excellent, aussi très désaltérant, néanmoins avec beaucoup de complexité au nez et en bouche. Donc voilà, on pourrait passer des heures à faire un tour du monde de bière, tellement il existe une diversité à l'échelle mondiale qui est complètement incroyable. D'accord. Quelles sont les bières passées de mode actuellement que vous souhaiteriez voir revenir au goût du jour? Alors, il y a on sent alors je sais pas si c'est une petite tendance, ou en tout cas nous on a la volonté de contribuer à remettre un peu au goût du jour des bières acides de type sour. Et donc on s'est amusé d'ailleurs récemment en lançant une bière éphémère, donc qui sera pas de manière pérenne bien sûr dans notre gamme, et qui est qu'on appelle la Calaman Sour, du nom de cette petite agrume qui s'appelle le calamansi, ou le calamandin en français, et qui est une bière là pour le coup particulièrement acide et qui, je trouve, dans la dégustation pourrait presque se rapprocher d'un Riesling par exemple. C'est une bière qu'on pourrait tout à fait boire à table avec des crustacés, avec certains plats. Voilà, c'est des bières qui sont un peu passées de mode et qui reviennent. Et c'est un peu des bières qui ressemblent à des bières à fermentation spontanée, un peu comme la gueuse ou Oui, on peut retrouver effectivement certains aspects, effectivement, notamment dans l'acidité, bien sûr, qui peuvent ressembler à ce type de bière belge. Ouais. Mais avec un côté quand même beaucoup plus fruité, notamment par les agrumes qu'on y apporte. D'accord. Quelles sont les bières que vous considérez comme intemporelles? Alors évidemment la Pils. Pour moi c'est une bière qui a déjà traversé plus d'un siècle, et ce sont des bières qui vont continuer à perdurer. D'ailleurs beaucoup de brasseurs qui parfois démarrent surtout actuellement par des bières de type IPA ou des bières, je dirais avec une belle complexité, finissent par faire des bières de type Pils et des bières de type lager, ce que je trouve vraiment bien, parce que quelque part ça contribue aussi à redorer le blason de ce type de bière, même si nous en sommes vraiment des convaincus, et notre météore Pils a reçu déjà des dizaines de médailles excusez-moi, ces dernières années, parce que c'est un style de bière vers lequel finalement on revient souvent, même si on ne boit pas que ça, mais on revient souvent vers ce style de bière. La bière, c'est un produit culturel, mais c'est aussi une boisson autour de laquelle nous socialisons. Que dire et comment faire pour que cette boisson tende à nous rassembler? Enfin, sans verser dans l'alcoolisme non plus d'ailleurs. Oui, bien sûr, oui, évidemment. Mais c'est un vaste sujet, et en même temps, je pense assez simple, tant la bière est naturellement la boisson autour de laquelle on se rassemble et on partage. D'ailleurs, on le voit, il suffit de se balader à Strasbourg ou ailleurs quand on regarde une terrasse. Bien sûr, il y a plein d'autres apéritifs et d'autres boissons qui existent, mais malgré tout, la bière est quand même reine sur les terrasses, parce que c'est une boisson qui fait du bien, qui n'est pas non plus trop alcoolisée, ce qui me permet quand même d'en boire, je dirais, un peu plus, et avec justement une très grande diversité de recettes. C'est-à-dire qu'on peut tous boire une bière autour d'une table, mais avec chacun une bière différente qui correspond à ce dont on a envie au moment où on la déguste. Et donc, c'est ça que je trouve vraiment, vraiment très intéressant avec la bière. Encore une fois, c'est la noblesse à travers des mêmes matières premières, la noblesse du savoir-faire qui permet de faire des bières très très différentes, et ça, par nature, ça rassemble. Plus que le vin? Alors, je ne veux pas rentrer dans le débat oui, non. bière ou vin. C'est vrai qu'en Alsace, d'ailleurs, on a la chance d'être de manière historique à la fois une terre de vin et une terre de bière, ce qui est quand même assez rare. Et je pense que c'est évidemment lié à ces influences à la fois germaniques et latines dans les siècles qui nous ont précédés.
Et moi, je suis tout à fait amateur à titre personnel, bien sûr, aussi de vin. Je trouve que les deux se marient très bien. On peut apprécier la bière et le vin. Mais à l'apéritif, pour moi, c'est évidemment sans aucun doute la bière qui prime. D'accord. D'après Benjamin Franklin, qui est comme un des fondateurs de la Constitution américaine, la bière est la preuve que Dieu nous aime et veut notre bonheur. Qu'est-ce que cette phrase vous inspire? La preuve que Benjamin Franklin est aussi un grand poète, en plus d'être un grand politique et scientifique. Mais non, au-delà de ça, je trouve que c'est vrai. Il y a quelque chose assez fantastique dans la fabrication de la bière, parce que c'est pas simple. Il faut d'abord que le grain d'orge germe, puis il faut le tourailler, puis il faut le brasser à certaines températures, puis il faut le refroidir. Enfin, il y a un savoir-faire qui est quand même très très complexe pour arriver à une boisson qui nous semble assez commune. On a tous de la bière dans notre frigo, on boit tous de la bière quand on va dans un bar ou un restaurant. Et en fait, c'est vraiment pas si simple que ça. Donc je comprends tout à fait ce qu'a voulu dire Benjamin Franklin. Et vous savez, à la brasserie Météor à Orfelden, nous avons ouvert depuis maintenant quelques années un lieu de découverte pour le grand public qui s'appelle la Villa Météor, donc qui permet vraiment de découvrir la manière dont on fabrique la bière, dont on brasse la bière ici à Orfelden. Et souvent, quand je croise des visiteurs en fin de visite, ils me disent « Ah, mais je me rendais pas compte à quel point c'est difficile de faire de la bière. » Sous-entendu, je pensais que c'était un peu comme un soda, on prend de l'eau, on prend du houblon et puis on fait de la bière. Et en fait, à l'issue de cette visite, on se rend vraiment compte de la complexité. Et effectivement, il y a quelque chose de presque divin dans cette boisson. Oui, et puis moi, pour ma part, il me semble que la bière et le pain sont carrément apparentés, parce que Oui. La recette est sensiblement la même, il y a juste des proportions qui changent au bout d'un moment. En tout cas, on retrouve beaucoup de similarités, effectivement. Déjà les céréales, la fermentation, alors qui est une fermentation non alcoolique pour le pain, mais enfin l'utilisation de levure. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'au Moyen-Âge, on parlait souvent du pain liquide pour désigner la bière, parce qu'il y a cette similarité dans les ingrédients. Et puis, parce que la bière a peut-être aussi des vertus nutritives. En tout cas, c'est ce qu'on disait au Moyen-Âge. D'accord. Eh bien, je vous remercie d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Avec grand plaisir, merci beaucoup, merci à vous. 1, 2, 3, bear! « 13h15 le dimanche, un instant caresse, un moment RBS. Après cet hymne à la bière venu d'Irlande, Beer, 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 des Clancy Brothers, nous allons continuer à parler de brasserie avec Benjamin de la brasserie Bendorf, avec qui on va surtout réfléchir à la façon dont la bière s'inscrit dans son environnement social, dans la localité. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos auditeurs et nos auditrices? Alors, moi, c'est Ben, de la brasserie Bendorf. Du coup, le nom de la brasserie vient du quartier Neudorf. J'ai commencé il y a 10, presque 11 ans maintenant. J'ai commencé tout seul. Et du coup, c'est la contraction de Benjamin et Neudorf. Du coup, ça fait Bendorf. Donc, c'est le nom de la brasserie qui a maintenant 11 ans. D'accord. Alors, avant tout, pour vous, c'est quoi une bière et c'est quoi, surtout, une bonne bière? Pour moi, une bière, c'est quand même un produit convivial et partagé. Du coup, une bonne bière, c'est une bière qu'on partage avec des gens qu'on apprécie. C'est des moments qu'on passe ensemble. Et c'est un moment de convivialité. Du coup, après, voilà, il y a cet aspect-là qui est très important pour moi. Et une bonne bière, après, c'est une bière qui s'adapte au moment dans lequel on a envie de la boire. C'est-à-dire qu'après, il peut y avoir plein de styles différents dans la bière. Mais une bonne bière, c'est une bière qui est bien choisie pour le moment. On a envie de boire une bière plutôt légère, fraîche, houblonnée, quand il y a les premiers rayons de soleil qui arrivent et qui s'installent, comme maintenant, où on a envie de boire des bières un peu plus complexes, où on a envie de prendre le temps de la déguster avec une personne qui apprécie les bières. Et pour moi, il n'y a que des bonnes bières, mais bien choisir une bière, c'est la choisir pour le bon moment.
D'accord. Donc en gros, vous vendez plus un produit socialisant qu'une boisson. J'espère qu'on fait ça. Voilà, c'est vrai que c'est le but de la brasserie. Pour moi, au début, j'ai commencé à brasser de la bière parce que j'ai envie que ce soit des moments de partage et c'est ça qui m'anime depuis 11 ans, c'est créer des moments de partage avec des personnes. D'accord. Et du coup, comment vous en êtes arrivé à brasser de la bière et quelles sont les étapes que vous avez franchies avant d'en arriver à la brasserie au volume que vous produisez aujourd'hui? Alors du coup, moi je viens du vin, donc je produisais du vin. Alors lors de mon parcours scolaire, je me suis orienté vers l'œnologie, un peu par hasard. Faut s'orienter, il faut choisir un cursus. Donc j'ai fait ça me plaisait plutôt. Ce qui me plaisait dans le vin, c'est le côté production, le côté on part du raisin et on arrive à un produit final, et on arrive à raconter quelque chose avec un produit. Et en arrivant à Strasbourg, j'avais appris à faire de la bière pendant mes cours de DNO, de diplôme d'œnologie. Et voilà, c'était il y a 13, 14 ans. C'était pas trop la mode de faire de la bière à la maison. C'était vraiment, fallait chercher, fallait trouver les ingrédients. C'était un peu complexe. Et c'était assez rare. Du coup, je faisais partager ça avec mes copains et mes copines. Et du coup, c'était, je leur montrais ce que je faisais. Et c'était vraiment, c'est ça qui m'a plu. Après, moi, je viens de la production, quoi. Ce qui me plaît, au départ, c'est de créer un produit. Et après, au début, il y a 11 ans, je créais de la bière. Et peu importe, en vrai, je mettais un liquide dans une bouteille et pour moi, c'était ça, faire de la bière. Ça a un peu évolué, je trouve, au fur et à mesure des années. Et des choses qui me paraissaient peut-être un gros mot, peut-être qui n'étaient pas de ma personnalité. Par exemple, du marketing ou de la communication ou pour moi, c'était des mots un peu abstraits. Et finalement, je me suis accaparé parce que c'est aussi raconter une histoire. Et raconter une histoire, c'est sortir une bière au bon moment, sortir une bière avec une association, avec du tissu local. On fait pas mal de bières avec différentes associations dans Strasbourg, dans des associations culturelles. On a fait une bière avec Oktoberton, on a fait des bières... on a fait une bière, là, on a fait une bière avec Stammtisch, on a fait des bières avec Abribus. Et c'est créer du lien aussi en créant de la bière et raconter une histoire. Donc, l'étiquette, on fait partie, on a travaillé du coup avec des artistes pour avoir un visuel et c'est créer un monde, mais créer un petit... Un écosystème local. Et, un écosystème où on a envie de raconter quelque chose finalement. Et c'est plus ça, l'évolution de pour moi, faire de la bière. Elle s'est un peu dirigée vers ça. C'est créer une identité, essayer de raconter quelque chose. Plus que juste un liquide qui a des bulles avec du malt ou du houblon, quoi. C'est créer du sens à ce qu'on fait. D'accord. Là, je vais vous poser peut-être une question un tout petit peu plus technique. Quelles sont les étapes, les techniques et les matériels dont vous avez besoin pour brasser de la bière, au-delà du niveau amateur en tout cas? Ouais, du coup, nous, on a commencé vraiment... moi, je viens du brassage amateur. Donc, quand j'ai commencé il y a 11 ans, en fait, j'ai juste pris toutes les méthodes de brassage amateur et j'ai multiplié par 10 les volumes, par 10, 20, 30 les volumes. Donc c'était juste des grosses gamelles et puis on mettait en bouteille comme ça. C'était vraiment d'une manière très amatrice. C'était dans le bon sens du terme. Et ça a évolué au cours des années. Donc il y a 5 ans maintenant, on a investi dans une ligne de mise en bouteille pour le confort de travailler, parce que du coup maintenant on est 6 dans la brasserie. Donc je brasse moins, je produis moins, mais c'était aussi pour apporter du confort aux personnes qui travaillent avec moi, avec qui personnes de l'équipe. Et ça apporte aussi au niveau qualitatif de la bière, parce que la bière c'est un produit très sensible, donc qui est très sensible à l'oxydation, qui est très sensible aux altérations microbiennes.
Donc il faut travailler dans des conditions très propres et très sans oxygène. Donc là on a un véritable saut qualitatif quand on a investi dans une ligne de mise en bouteille isobarométrique, c'est-à-dire qu'il y a déjà des bulles dedans, il y a vraiment zéro oxygène qui est apporté. Et il y a 1 an et demi, il y a 2 ans maintenant, presque 2 ans, on a investi dans une salle de brassage, un truc un peu plus, c'est toujours manuel, mais on manipule moins, c'est vraiment moins galère de brasser. Et finalement, ça a apporté beaucoup à la qualité de la bière au niveau de l'étape de filtration. Donc, pour résumer très vite fait et en quelques phrases, pour faire de la bière, il faut prendre de l'orge maltais qu'on va concasser, qu'on va mélanger à de l'eau. On va faire une espèce de mixture. Et là, il y a des enzymes qui vont travailler, qui vont couper des grandes chaînes d'acides aminés et créer du sucre qui va devenir fermentescible après. Donc après, on a une espèce de bouillie. Ça, il faut la filtrer. Donc là, on va le passer dans la cuve filtre. Pour séparer le liquide du solide. Et le liquide, on va le faire bouillir, et là, on va ajouter le houblon. Après, on va le faire refroidir, et là, on va ajouter des levures pour faire fermenter. Voilà, en résumé, en quelques phrases, de comment on fait de la bière. La méthode entre du brassage amateur et une autre brasserie, ce n'a pas toujours la même méthode, sauf que voilà, la cuve filtre est mieux dimensionnée, est plus adaptée, il y a moins de manipulation à faire. On travaille de manière plus stérile que avant et on travaille vraiment avec zéro apport d'oxygène une fois la fermentation terminée. D'accord. Alors la Mendorf, c'est une brasserie locale comme il y en a de plus en plus, comme vous l'avez dit. Alors comment est-ce que vous gardez votre identité avec une telle concurrence ? Un peu parce que j'ai dit avant. Je pense qu'il fait notre identité, c'est qu'on s'insère dans le tissu strasbourgeois, local. On essaye de créer du lien avec des gens qui bougent, qui font bouger Strasbourg. Et quand on a des demandes de faire des bières avec des assos, c'est vraiment quelque chose qui nous anime. Et voilà, nous on essaie d'être présents sur là-dedans parce que c'est ce qui nous anime et je pense, alors je dis pas que les autres brasseries se font pas plaisir, mais en tout cas nous je pense qu'on apprécie la Bendorf parce qu'on montre qu'on se fait plaisir et parce que en vrai on se fait vraiment plaisir à travailler, à chercher des liens, à donner du sens à ce qu'on a envie de faire. Voilà, si je devrais définir ce qu'on a envie de faire, c'est ça, c'est donner du sens et se faire plaisir. D'accord. Pour nos auditeurs, là, j'ai une petite question aussi encore. Pour nos auditeurs, est-ce que quelqu'un qui cherche sur des conseils pour faire de la bière amateur peut venir vous rendre visite ? Ouais, pas de souci. Après, du coup, c'est Jérémy qui gère la boutique et les gens qui viendraient à la boutique seront en contact avec lui. Donc lui, s'il connaît un petit peu en production de bière, mais c'est vraiment pas sa spécialité. Lui, il en parle du produit fini. Après, du coup, il y a souvent les brasseurs qui sont derrière et qui peuvent échanger un mot. Après, on vend des matières premières, on vend du malt, on vend du houblon, parce que voilà, je viens de là, je sais que c'est important. Avant, c'était assez galère de trouver des matières premières, et c'est quelque chose qu'on veut toujours maintenir, quoi. D'accord. Quelles sont les bières du monde que vous souhaiteriez nous faire découvrir ? J'ai pas de nom comme ça, j'ai pas de bière, la bière ultime comme ça, mais par contre, je pense que ce qui est important, et j'ai l'impression que maintenant c'est de plus en plus le cas, mais c'est quand on voyage, quand on va dans une ville, et on découvre la bière du coin. Ça fait partie du paysage local, ça fait partie de la culture. Je trouve maintenant qu'en France ou à l'étranger, on se pose dans un bar et on demande c'est quoi les bières du coin, quelles sont vos bières locales, et on a envie de découvrir ce qui se fait dans cette région. Alors, c'est pas forcément typique de la région, mais en même temps, voilà, ça fait partie de la découverte d'une ville, d'une région. C'est de goûter la bière qui se fait dans le coin. Alors, quand je pars en vacances, j'aime bien découvrir les brasseries. Et c'est ça qui moi, j'ai pas de bière comme ça en disant ça, c'est la bière, la meilleure bière du monde.
parce que je pense qu'il y a tellement de bonnes bières maintenant, actuellement, qu'il n'y a pas de meilleures bières. Mais en tout cas, la découverte, et ça c'est toujours un plaisir pour moi de découvrir et d'échanger sur des bières qui se font là où on va, quoi. D'accord. Donc en gros, la bière à découvrir, c'est la bière la plus proche de l'endroit où vous êtes, quoi. D'accord. En faisant mes recherches sur la bière, j'ai vu beaucoup de débats entre bière, gueuse, lambic, cervoise. Est-ce que tout ça c'est de la bière ou c'est des boissons qui se ressemblent mais qui ne sont pas de la bière? Moi, après la bière, moi, je viens du vin au départ. Le vin, c'est quelque chose qui est avec des AOC, des normes, un peu moins maintenant, hein, mais avec un truc très contrôlé, des cahiers des charges. Et la bière, c'est différent. C'est dans plusieurs pays. Ça a grandi dans différents pays. Il y a des styles qui se recoupent un peu entre stout et porter. Savoir la différence. Généralement, c'est plutôt que ça n'a pas été fait, ça n'a pas été créé dans le même pays. Du coup, il y a beaucoup de styles dans la bière. Il n'y a pas trop de contrôle sur tous les styles. Et il y a beaucoup de styles qui se recoupent. Donc, pour moi, tout est de la bière. Après, il y a de la bière aux fruits. Après, il y a de la bière aux fruits qui est fait avec ajout de purée de fruits où c'est comme si on buvait du jus de fruits. Il y a de la bière qui est faite dans des barriques qui sont vieillis pendant 4-5 ans dans des barriques. Il y a les IPA, c'est une bière, elle est mise en bouteille, il faut la boire tout de suite après. En fait, voilà, la bière, c'est très large. Le style de la bière, c'est très large. Donc, pour moi, peu importe si c'est de la bière ou pas de la bière, en tout cas, c'est un produit c'est des produits à découvrir. Et ça dépend encore du moment. Des fois, j'ai envie de boire une bière qui va avoir le ultra fruité avec de la mangue, des fruits de la passion, et qu'on a l'impression de boire un vin sec. Des fois, j'ai envie de boire quelque chose de plus complexe, d'acide, et je vais mettre 20 minutes à boire le verre parce que c'est pas aussi simple à boire, quoi. Et voilà. Quelles sont les bières passées de mode que vous souhaiteriez voir revenir au goût du jour? Là, ces dernières années, en fait, le monde de la bière est très volubile et ça change beaucoup. Alors, il n'y a pas beaucoup de bières qui sont passées de mode, je trouve. En fait, il y a eu beaucoup, il y a quelques années, il y a 3-4 ans, les pils, les lagers, c'était des bières qui étaient passées de mode, mais qui reviennent à la mode. On a un peu un genre retour aux sources, c'est un produit très simple, un produit avec une très bonne buvabilité. Voilà, on était à 3-4 ans sur des IPA, double IPA, triple IPA, plus de goût, encore plus. Je pense qu'on a un peu fait le tour de ce encore plus et que là, on vient à quelque chose de plus simple, de plus basique et de bien fait. Alors du coup, on va dire ça, c'est dans le monde de la bière de connaisseurs que le retour aux sources se refait. Après, dans le grand public, je pense qu'on est encore dans les IPA, mais je pense, voilà, dans quelques temps, il va y avoir au niveau des brasseries artisanales un retour un peu à des bières bien faites et simples. Quelles sont les bières que vous considérez comme intemporelles, s'il y en a? Les bières, les bières qui ont été bien faites et simples. Et pour moi, dans le futur, dans quelques années, je pense qu'on va arriver à une relocalisation de la production. Avant, on voulait goûter un peu les bières du monde entier, que là, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de brasseries, artisanales. On avait envie un peu de tout goûter avant, que là, je sais pas qu'on a fait le tour, mais on a la curiosité encore, mais aussi on a envie de s'attacher à des brasseries, à voir ce qu'elles font, je pense que moi, là, maintenant, je le vois déjà, mais ça va s'accentuer, je pense, c'est qu'on va plus consommer local, on va plus chercher, du coup, et j'espère que les consommateurs vont regarder un peu comment sont faites les bières, pas juste acheter une bière qui est faite localement, mais une bière qui est faite localement, mais qui utilise des ingrédients locaux aussi, et qui s'ancre dans un territoire localement. Et je pense que, pour moi, c'est quelque chose qui va vraiment avoir du sens, quoi. D'accord.
Donc oui, pour vous, l'avenir de la bière, c'est aussi le fait que tout se retrouve que le territoire se retrouve dans le verre, quoi. Voilà, c'est ça. Moi, l'avenir de la bière, moi en tout cas, je le vois comme ça, c'est ma vision. C'est que on arrive à quelque chose où on raconte par des ingrédients, par ce qu'on a envie de faire, on raconte notre histoire, mais on raconte l'histoire d'un territoire, et que ça a du sens. C'est-à-dire qu'on n'essaye pas de mettre des ingrédients des quatre coins du monde dans une bouteille, mais on essaie de faire bien les choses avec ce qu'on a sous la main dans une région. Mhm. Oui, c'est un peu le travail de l'œnologue, mais adapté à la bière, quoi. Voilà, c'est assembler sur qu'est-ce qu'on peut faire localement et comment on essaye de s'ancrer localement. Ok, bien, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. 13-15 le dimanche, un instant caresse, un moment RBS. Après avoir versé des larmes dans la bière avec Hank Williams, chanteur folk du sud des USA, nous allons rapprocher la bière de nos cuisines avec Daniel qui va nous livrer ses petits secrets pour faire la bière à la maison. Et juste avant de rendre l'antenne à Lydia, je voudrais vous faire déguster avec vos oreilles cette douce mousse noire chantée par le regretté Jean-Louis Murat, décédé mercredi dernier. Bonjour Daniel, est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs et les auditrices s'il te plaît ? Oui, alors moi, grossièrement, en fait, j'étais toujours très curieux en fait des choses de la nature. En gros, dans la famille, on cueillait des choses. Bon, c'était pas énorme non plus, mais après, quand j'ai fait de la botanique, quand j'étais au lycée, là, j'ai commencé à m'intéresser un peu à tout ce qui bouge comme plante, tout ce que je connaissais pas, qui était sous mes yeux. Bien plus tard, après, je suis allé à la fac, donc j'ai fait de la biologie. Ça m'a appris un petit peu à réfléchir un peu sur le vivant, les cellules, tout ça. Enfin, je vais très vite, hein, mais voilà, c'est ça. Ah ouais. Ensuite, j'ai découvert un peu sur le tard, j'étais même plus à la fac à ce moment-là, vraiment. J'ai découvert un bouquin sur les plantes sauvages comestibles. Ça, c'était vachement intéressant, ça m'a permis de goûter en fait tout ce que j'avais appris aux plantes. Auparavant, j'ai pu les goûter et regarder un peu ce qu'il en est, à quel point c'est intéressant gustativement. Ça m'a donné des idées aussi pour la bière, c'est pour ça que j'en parle. Ensuite, moi, je suis quelqu'un qui aime bien expérimenter. Je me suis bien intéressé aux fermentations parce que il y a un côté, on peut avoir un côté créatif dans les fermentations, c'est-à-dire on peut fermenter plein de choses et il y a un côté créatif, c'est-à-dire moi j'ai essayé de faire fermenter des fruits, regarder ce que ça donnait, est-ce que les levures qu'on récupère des fruits qui fermentent, elles donnent quelque chose d'intéressant après pour d'autres fermentations comme la bière. J'ai essayé à un moment donné des choses comme ça. J'ai fait du vinaigre, j'ai fait plusieurs choses. On a fait des essais avec de la bière aussi, au fil du temps. Moi, en fait, après, bon voilà, j'aime bien un peu expérimenter, réinventer la roue et puis sortir des sentiers battus, en gros. Après, alors la biologie, j'ai pas continué dedans. J'ai fait coursier à vélo. Alors c'est un peu, à un moment donné, ça m'a un peu tombé du ciel, on va dire. Et un boulot me donne beaucoup de liberté et du temps libre finalement, même si je gagne pas beaucoup, ça me donne du temps libre et de la liberté. Et ça me permet d'expérimenter et d'apprendre de nouveaux domaines avec le temps libre que j'ai. Donc voilà. Et ça, je pense, c'est un truc un peu important aussi, puisque alors des fois le temps libre, c'est presque bizarre, on a l'impression d'en avoir trop. Faut gérer, il faut pas partir dans tous les sens non plus. Mais voilà, disons que ça c'est quelque chose qui apporte quelque chose, en termes de liberté, d'agir et voilà, s'il me faut passer 2 jours pour faire quelque chose, bah je peux le faire. Si il faut que je me libère en dernière minute pour faire un truc, je peux aussi. Enfin voilà, c'est des choses comme ça qui sont bien. Pourquoi et comment tu as décidé de faire de la bière par tes propres moyens? Voilà, déjà, alors oui, voilà, je pense qu'on a visité, voilà, je vais faire les choses dans l'ordre. Je pense qu'on allait visiter les brasseurs belges vers 2003, alors je sais plus la date exacte, mais c'est à peu près ça.
On a fait toute une tournée des brasseurs belges. Et en fait, ça nous a fait réfléchir un peu sur les ingrédients, sur la qualité des ingrédients, la qualité des levures, un certain nombre de choses. Parce qu'en discutant avec les brasseurs belges, ils témoignent, ils racontent un petit peu les problèmes aussi qu'il y a avec les industriels. Ils témoignent de nous. On était avec mon père et mon frère et un ami. On a pu réfléchir à ça. Et puis, bien plus tard, en fait, je crois que j'ai quelqu'un que j'avais croisé au marché qui faisait la bière chez lui. Et en fait, je suis allé chez lui voir le brassage, parce que j'étais curieux, ça m'intéressait. Et voilà, c'est artisanal, hein, il prenait des pinceaux à nouilles pour filtrer, tout ça. Je suis allé chez lui. Et là, il m'a donné un tuto, un super tuto que j'ai pris en photo. Donc page par page, j'ai pris en photo, on me prend en photo un livre. Le super tuto m'a servi à faire ma première bière, et c'était en gros, grossièrement vers 2009, à peu près, hein, je sais plus si c'est exactement ça, mais j'ai fait ma première bière en 2009, c'était 3 litres, quoi. Et je l'ai fait déjà à l'époque avec des levures de vin. C'est que j'avais déjà eu la démarche de récupérer des levures issues du vin nouveau. Et comme il m'avait dit, ces levures-là travaillent à basse température, c'était en hiver, c'était bien pratique, donc ça avait fait remonter dans les bonnes conditions. Donc c'était la première bière que j'ai fait avec ce tuto que ce brasseur d'appartement m'avait donné. Et j'avais eu un bon résultat, donc je m'étais pas posé des questions sur l'échec, sur pourquoi on échoue, sur qu'est-ce qu'il faut améliorer en cas d'échec. J'ai eu que là c'était une réussite, donc je me suis pas posé de questions. J'ai pas appris tant que ça parce que les échecs ça permet d'apprendre. Mais bon, c'est encourageant quand même quand on réussit. C'est une sorte de bière de fermentation basse qui était plutôt bien. Après, c'était approximatif. Hein, voilà. J'ai essayé de prendre des quantités qu'on m'avait plus ou moins dit de prendre. Mais il n'y avait pas de précision dans la recette. D'accord. Alors, quelles sont les grandes étapes pour faire de la bière? Ouais, une première étape importante. Alors, on va dire, on a déjà le malt, on a déjà le houblon, on a déjà les levures. On va dire, on a déjà les 3 qui sont dispo. Je simplifie. Hein. La première étape, c'est de moudre le malt. Alors, à la bonne grosseur. Ça, c'est hyper important. Ni trop fin ni trop gros, on reviendra là-dessus après. Ensuite, une fois qu'on a moulu le malt, donc on va mettre le malt avec de l'eau à 40 degrés en gros. Hein. Il y aura une première étape à peu près à 40 degrés. Il y a des gens qui disent qu'il y a encore un palier à 40 degrés. Donc après, voilà. Donc une fois qu'on a moulu le malt, on va mettre de l'eau. De mettre de l'eau chaude dans le malt, donc de l'eau à 40 degrés, typiquement. Donc ça fait que l'eau elle va arriver à peu près à 37. Enfin, et ensuite, tout ce qui va suivre, ça va être des moments de chauffe avec des moments d'arrêt où on va rester à une température un certain temps. D'accord. En gros, pour aller vite, il faut rester à 50 degrés pendant à peu près 20 minutes. Ensuite, il y a un deuxième palier à 62 degrés, 63, ça dépend des gens. Celui-là, il faut rester beaucoup plus longtemps, hein. C'est de une demi-heure jusqu'à 1 heure. Ensuite, il y en a un à 68, celui-là, je sais plus à quoi il sert exactement, mais bon voilà, je crois que celui-là il gère un autre type de sucre. Donc on peut rester, je sais pas, une demi-heure à 68. Et après, le dernier c'est à 78 degrés, et ça c'est pour inactiver les enzymes, pour que quand on fait les étapes qui vont suivre après, ça continue pas à travailler. Parce que après ça. Du coup, c'est quoi le rôle des enzymes exactement? Voilà, ouais, alors c'est ça. Donc dans le malt est en train de germer parce que le malt c'est de l'orge germé qu'on a fait sécher et qu'on a à minima juste fait sécher. Donc à minima c'est de l'orge germé séché. Souvent il est un peu grillé, un peu torréfié, mais à minima on va dire pour simplifier c'est de l'orge germé séché. Donc comme il est en train de germer, le germe va transformer l'amidon du grain en sucre. Donc du coup, ce germe va produire des enzymes pour faire ce travail-là. Quand on fait sécher, la bonne nouvelle, c'est quand on fait sécher l'orge germée, ces enzymes elles se maintiennent au séchage. Et quand on va broyer ce malt, on va le mettre dans la bière, ces enzymes seront toujours là, elles pourront agir. Mais ce qui est un peu contre-intuitif, c'est que ces enzymes, elles ont un optimum à une température assez haute. D'accord. Cet optimum est à 62 degrés pour transformer l'amidon en sucre. Après, il y a plusieurs enzymes qui font ce travail de transformation d'amidon en sucre. Les enzymes, pour dire aussi, c'est des protéines
qui vont avoir pour rôle d'accélérer une réaction chimique. Enfin, je veux le dire aussi parce que c'est avec d'enzymes, tout le monde, ça paraît évident pour tout le monde, mais il faut quand même détailler ce que c'est. Et du coup, en fait, 50 degrés, c'est une enzyme qui va digérer les protéines. 62 degrés, c'est l'amidon en sucre. 68 degrés, c'est une autre forme du travail de l'amidon. Et bon, j'en oublie, hein, évidemment. Il y en a plein, il y en a plus que ça, mais voilà, je simplifie. Donc, en fait, cette chauffe avec ces arrêts à certaines températures, les arrêts à certaines températures correspondent à la température optimale pour tel type d'enzyme. D'accord. Donc là, moi, j'en ai mis 3 dans ma liste, en gros. Après, les températures varient, en plus, selon les brasseurs, enfin voilà. Et j'en ai mis 3. Après, il y a des gens qui préfèrent en mettre encore plus, voilà, selon ce qu'ils veulent comme résultat. Voilà. Et une fois qu'on a fait ça, et l'étape suivante, voilà, on est arrivé à 78 degrés, on a réussi à inactiver les enzymes. Étape suivante, filtration. Alors, voilà, là c'est une étape importante, la filtration. On va prendre, enfin, typiquement, enfin, avec pas beaucoup de matériel dans une cuisine, on a une sorte de passoire à nouilles, on va dire, qui est pas trop mal. Et on va verser la casserole avec le brassage qu'on a fait dans la passoire à nouilles. Voilà, la taille des trous, c'est encore un petit peu important, mais on va pas en parler maintenant. Et du coup, ça va, les grains du bon diamètre, on va dire, ils vont pas passer à travers. Ils vont rester bloqués. Et le truc, c'est que à travers les grains de malt qu'on a moulus avant de brasser, il y aura une filtration qui s'opérera. Donc du coup, au début, c'est tout le brassage qui va traverser les grains de malt. Et puis après, ce qu'on fait, c'est que en général, ce qui est souvent fait, on va rajouter de l'eau chaude par-dessus les grains de malt qui sont restés dans la passoire pour rincer le malt qui reste dans la passoire, pour enlever encore le reste de sucre, de matière, qui a une matière intéressante pour les levures, qu'il y a dans les grains de malt, donc ils sont encore imprégnés de sucre. Donc en rinçant avec de l'eau, on récupère ce sucre, on récupère aussi d'autres substances. Et une fois qu'on a rincé ces grains de malt à travers les passoires à nouilles, en gros, on a, dans une grosse casserole, on a un liquide sucré. Donc là, normalement, donc, on va le goûter. Ce que tu récupères, c'est ce qui a été filtré. Ouais, c'est ça. Donc le liquide qui passe, il faut pas l'évacuer dans l'évier, quoi. Ah non. C'est le liquide qui passe que tu récupères, c'est ça? Le liquide qui va traverser le malt de la casserole de brassage, on met dans une passoire à nouilles. Donc ça, on met pas en l'évier, on met une grosse bassine en dessous, une grosse casserole en dessous pour récupérer ce liquide. Et ensuite, quand on va rincer, encore pareil, quand on rince, on va récupérer ce liquide parce que c'est un liquide important. Le fait de rincer, ça va encore récupérer quelques matières et en plus, ça clarifie aussi. Enfin, c'est intéressant. Donc les liquides, il faut absolument le récupérer, effectivement. Et donc voilà, si on a mal fait la mouture, il y a plusieurs problèmes. C'est que si c'est trop fin, ça va colmater. Et c'est terrible. Ça va tellement colmater qu'en fait, ça colmate en surface du gâteau de malt, on va dire, et ça devient quasiment imperméable. C'est assez terrible. Donc il faut touiller. Et quand on touille, on rajoute plein de troubles dans le liquide. Trop de troubles au-delà du raisonnable. Et quand c'est une mouture trop grossière, on n'a pas assez récupéré de matière avec le brassage. On gaspille un petit peu le grain de malt. Donc, idéalement, en fait, il faut que, pour un moulin à café, par exemple, moi, je le règle sur le plus grossier possible, de sorte à ce que parfois, il y a un grain entier qui passe. Comme ça, je sais que il faut que les grains soient cassés en 2 ou en 3. Enfin, voilà, il y a des gens qui peuvent en parler plus précisément de ça, mais il faut vraiment, s'il y a un grain entier qui passe de temps en temps, c'est bon signe dans la mouture. Et ça, c'est un truc qui est important et ça va faciliter cette filtration. Moi, ce que j'utilise, c'est un filtre à café en céramique d'une vieille cafetière. Et j'avoue que je touille un peu. Je touille un peu pour faciliter le passage, mais j'évite de toucher le fond du filtre quand je touille, quoi. D'accord. J'essaie voilà. Il y a quand même du trouble qui passe, mais voilà. Et ensuite, prochaine étape. Avant que tu aies une question, excuse-moi, parce que... Non, mais j'allais dire, on a eu la cuisson du malt, le filtrage, et ensuite... Enfin, c'est pas une cuisson, c'est une sorte de brassage étagé, quoi, où on va s'arrêter à cette température. C'est pas une cuisson, parce que
On n'est pas encore une température, on peut parler vraiment, proprement parler de cuisson. À partir de 60 degrés, on peut déjà parler de cuisson en général. Enfin, ça, c'est en cuisine. C'est une cuisson lente, mais... Ouais. Voilà, mais disons qu'on a encore des enzymes qui sont encore vivantes. Enfin, on n'a pas tué ce qu'il y a comme protéines, on les a pas complètement dénaturées. Il y a des protéines qui fonctionnent encore à haute température, donc c'est ça que je voulais dire. Bon, après, oui, ok, c'est quand même une cuisson, mais voilà. Ouais. Ensuite, ce liquide qu'on a récupéré, là, on va à la phase de houblonnage. Et en gros, l'idée, c'est une ébullition d'1 heure avec du houblon. Alors, ça peut être n'importe lequel. Normalement, il y a des variétés spécialisées pour ça. Mais on n'est pas obligé d'avoir des variétés spécialisées. On va dire, moi, ce que je faisais, c'est mettre du houblon sauvage, par exemple. Donc, ce houblon sauvage que tu mets au tout début d'ébullition, parce que ce liquide qu'on a récupéré, on va le faire bouillir. Et on va mettre, dès que c'est en train de bouillir, du houblon. Moi, je mets du houblon sauvage, on va dire, en gros. Et là, il faut couvrir, faut couvrir, mais il faut pas couvrir de sorte à ce que ça déborde. C'est comme les nouilles, si on couvre trop, bah, ça va déborder, ça va mousser à fond, etc. Donc, faut couvrir à moitié, je sais pas. On met ce houblon, il y a plein d'arômes qui vont s'évaporer. Mais le houblon qu'on va mettre au début de l'ébullition, qui va bouillir pendant 1 heure, son rôle, c'est d'apporter de l'amertume. Et aussi qui va apporter des principes un peu, le houblon, il a des principes qui font dormir. Donc ces principes-là vont aussi arriver dans la bière. Et les principes antiseptiques vont aussi arriver dans la bière en 1 heure. Là, et les résines, ils vont bien se dissoudre si ça va pour 1 heure. Et après, typiquement, 10 minutes avant, 10 minutes avant la fin de l'ébullition, c'est-à-dire à 50 minutes d'ébullition, on va rajouter le houblon qui, lui, va avoir pour rôle d'apporter des arômes volatiles. Donc à ce moment-là, en fait, 10 minutes avant, on coupe le gaz, on fout le houblon, on ferme le couvercle pour que les arômes volatiles ne s'évaporent pas. Et voilà, on attend. Et voilà. Et après, il y a encore d'autres méthodes de houblonnage qui permettent de récupérer les arômes volatiles. C'est à plus basse température. Mais bon, ça on en parlera après. Est-ce qu'on peut mettre d'autres plantes que le houblon pour cette étape-là, ou c'est obligatoirement du houblon pour faire de la bière? Voilà, on peut mettre beaucoup de plantes. On peut mettre beaucoup de plantes. Après, le problème, c'est qu'il faut connaître. Enfin, il faut faire des tests, il faut expérimenter. Il faut savoir un peu comment la plante se comporte. Est-ce qu'elle a besoin d'être bouillie longtemps ou pas longtemps? Il faut juste renseigner un peu sur la plante. Mais oui, bien sûr, on peut mettre pas mal de plantes. Moi, j'avais essayé avec le patoir. Bon, le problème, c'est que c'est un petit coup d'artichaut, faut pas la mettre seule. J'avais essayé de la lavande. Oui, mais je pensais par exemple, tu parlais d'amertume, des endives, des lentilles ou des trucs comme ça rajoute aussi de l'amertume, ça. Alors voilà, faut faire attention que ça prend pas des goûts de légumes ou des trucs, faut peut-être faire un mélange. Moi, ce que je trouvais intéressant, c'est le trèfle d'eau qui donne d'amertume de gentiane. Ce que je trouve intéressant, c'est les jeunes feuilles tendres encore de houx, c'est en cette saison d'ailleurs. Qui eux apportent un goût assez intéressant, presque d'agrumes, avec beaucoup d'amertume. Et après les autres plantes que je connais, il faudrait peut-être faire des mélanges purs, peut-être c'est pas. Mais oui, il y a beaucoup de choses. Le genièvrier était utilisé traditionnellement. Il y a lierre terrestre ou courroie de Saint-Jean qui était utilisé aussi. Je sais pas après si c'est un mélange ou pas. Il y aurait des possibilités après un peu aberrantes de choses comme le polypode réglisse des bois, mais le problème c'est que c'est la nature non plus, c'est une plante qui pousse doucement, donc voilà. Après j'ai une petite question, parce que je sais que juste après, normalement après c'est la fermentation. Est-ce qu'il y a des plantes qui empêcheraient la fermentation ou qui poseraient des problèmes justement à cette fermentation? Ouais, il y a des plantes qui sont antiseptiques, donc ça faut y faire attention. Le houblon lait, mais le houblon lait, le houblon, les levures sont censées supporter. Donc les levures qui travaillent avec la bière supportent le houblon. Mais les bactéries, par exemple certaines bactéries, supportent pas le houblon. C'est pour ça que les brasseurs belges font de la gueuse, ils ont des houblons trop vieux, que les bactéries supportent. Il y a beaucoup de bactéries qui supportent pas le houblon. C'est beaucoup plus crucial pour les bactéries, mais les levures, certaines ne supportent pas le houblon, mais on en trouve quand même beaucoup qui supportent. Mais les levures, il faut savoir qu'elles ont été sélectionnées par l'humain pendant très longtemps. Et les levures sauvages pourraient fonctionner, mais c'est de la recherche. Mais les levures sélectionnées par l'humain ont des propriétés intéressantes pour travailler avec, y compris le houblon, y compris le critère de résistance au houblon, en fait. D'accord.
Donc l'étape suivante, c'est la fermentation. Alors donc il y a une phase de refroidissement qui peut être compliquée. Il faut refroidir de manière à ce que ça ne s'infecte pas. C'est une phase critique. Donc une fois qu'on a c'est encore à 100 degrés, il va falloir refroidir. Il faut refroidir assez vite. Il ne faut pas que ça s'infecte pendant le refroidissement. Et voilà, après la phase de fermentation. Donc typiquement, moi ce que je faisais avec peu de matériel pour la fermentation, faut pas me casser la tête, en gros, c'est verser bouillant dans un bocal le parfait de 5 litres. Verser bouillant dans un bocal de parfait de 5 litres, faire refroidir doucement le bocal le parfait de 5 litres. Vraiment, mettre des couvertures, etc. Parce que c'est refroidi trop vite, ça fait un effet d'aspiration sur le joint. Il y a un risque de l'air rentre à ce moment-là. Et ça contamine le bocal, quoi, en gros. Donc voilà. Ton bocal, c'est un bocal de verre que tu fermes hermétiquement, en fait. Ouais, avec le joint, là. Avec le joint, ouais. Ok. Et après, une fois que c'est froid, le lendemain, etc., on revient. Quand on va ouvrir, ça va faire une aspiration, évidemment. Mais à ce moment-là, on va mettre directement les levures. Et alors, les levures, il faut les avoir préparées avant, idéalement. Donc, pour être plus simple, on verse un fond de bouteille de bière artisanale. Moi, j'utilisais la Dupont, la levure de la brasserie Dupont, une très bonne levure. Donc, il faut acheter une bière de la brasserie Dupont et on verse un fond, une bio légère ou une saison Dupont, puis on verse le fond. Et après, on referme vite le bocal de 5 litres. On secoue bien pour oxygéner, parce que les levures se multiplient avec de l'oxygène. D'abord, elles vont se multiplier, plein de cellules vont se multiplier. Et une fois qu'elles ont épuisé tout l'oxygène, elles partent en fermentation. Donc une fois que j'ai bien fermé, qu'il y a les levures dedans, je secoue bien pour mettre plein d'oxygène dans le liquide pour faciliter la multiplication des levures. Et après, le bocal le parfait, c'est assez magique, c'est que dès qu'il y a une surpression, il faut quand même vérifier la mécanique, c'est pas trop serré, mais a priori, dès qu'il y a une surpression, en tordant un petit peu le couvercle sans l'ouvrir, on le voit, dès qu'il y a une surpression, le gaz sort. Quand c'est en phase de fermentation, donc il y a une première phase où ça va aspirer, même un peu, ça va faire une dépression au début parce que ça consomme de l'oxygène. Et quand ça part en fermentation, après ça fait énormément de pression à l'intérieur du bocal. Et là, ça commence à, il faut pas remplir trop, parce que sinon ça dégueule, ça fait des bulles par le joint. Mais évidemment, de toute façon, on veut pas le remplir trop parce qu'il faut quand même qu'il y ait de l'air pour le démarrage des levures. Et du coup, ça part en fermentation. Et après, ce qui est bien avec le bocal, c'est que on s'en occupe plus trop. Et au bout d'un mois, on peut le mettre en bouteille. Ça, c'est vraiment la façon un peu avec peu de matos, comme moi je fais, quoi. D'accord. Et à ce moment-là, il y a aussi nécessité de filtrer avant ou pas? Alors voilà, là il y a encore une question, c'est que effectivement, quand on verse, quand on a brassé soi-même, quand on a utilisé un moulin à café réglé le plus grossier possible, quand on a effectivement, il va y avoir du gros trouble au fond. Ce trouble, il va se déposer au fond du bocal d'ailleurs, et on se dit oh mince, je vais perdre beaucoup, quoi. Alors moi, quand je mets en bouteille le bocal de 5 litres, la bouteille la plus trouble, qui est la dernière que je verse en fait, je m'en sers pour goûter et puis pour faire goûter à des gens, etc. Les autres sont bien clairs, je les mets de côté et puis celles-là, elles sont nickel. Alors que peut-être trop de trouble, ça n'a pas non plus le même goût. Alors j'ai pas tellement d'expérience pour dire que ça se garde pas pareil parce qu'en général, comme je dis, je les bois assez vite avec son trouble pour goûter. Est-ce que très troublé, est-ce que très troublé, ça veut aussi dire qu'il y a encore des levures dedans ou pas? Alors il y a des levures au fond, c'est des levures, c'est des particules de malt, c'est des particules de houblon qui se déposent au fond, et tout ça. Et alors il y a une simplification, il y a un truc qui permet d'avoir une bière plus claire, sans matériel supplémentaire, c'est des levures norvégiennes. Alors ça c'est un truc que j'ai développé il n'y a pas longtemps. Les levures norvégiennes, je parlais de sélection des levures avant. Les Norvégiens, alors c'est vraiment les Vikings, c'est vraiment les Vikings qui faisaient des bières au genièvre. Et il n'y avait pas de houblon, enfin c'est apparu après. Le houblon est aussi arrivé chez les Vikings, mais un peu plus tard. Et les genévriers, c'était un peu leur plante désinfectante. Ils utilisaient ça pour désinfecter les tonneaux, parce qu'ils brassaient dans un tonneau en bois. Et balançaient des pierres bouillantes dans un tonneau en bois pour faire chauffer, pour faire les différents paliers de brassage. Ils avaient une expérience de tonnerre de Dieu pour savoir combien il fallait mettre de pierres chaudes, combien d'eau, etc. Donc le genévrier était au fond du tonneau. Ils balançaient des pierres bouillantes, du malt, etc., de l'eau. Je le fais très vite, le processus. Et une fois ils ont travaillé donc depuis hyper longtemps avec ces levures-là, qui sont des levures sélectionnées par eux pendant des siècles. Et l'intérêt de ces levures, c'est que elles peuvent travailler déjà. Alors,
déjà, elles clarifient la bière. Ça, c'est hyper intéressant. Ensuite, elles peuvent travailler. Moi, celles que j'ai, elles peuvent travailler une plage de 15 jusqu'à 40 degrés. Et elles peuvent travailler à 40 degrés sans donner de faux goût. Et à 40 degrés, elles ont un profil niveau du goût qui est différent. Elles prennent un goût d'orange à 40 degrés. Et à 15 degrés, elles vont avoir un goût plus neutre. Donc, beaucoup, avec des arômes plus neutres. Enfin, vraiment moins d'arômes même. En plus, le goût des ingrédients, en fait, en gros. Et ces levures, encore une autre qualité, c'est qu'on peut les faire sécher. Elles supportent très bien le fait d'être séchées. On met sur papier sulfurisé au four, on les fait sécher et elles repartent après, quoi. Elles ont été sélectionnées pour ça. En fait, elles ont été sélectionnées pour ça. Les gens mettaient des morceaux de bois dans le fond de la cuve de fermentation. La levure était au fond. Ce morceau de bois était vraiment imprégné de levure. Du coup, ils les faisaient sécher à côté du feu de bois, en gros. Enfin, je sais pas si c'est vraiment comme ça, mais où ils les faisaient sécher dehors, je sais pas trop. Et du coup, il y avait des bois imprégnés de levure. Et quand ils voulaient ensemencer leur bière, balancer leur bout de bois imprégné de levure pour la prochaine fois. Ouais, c'est un peu la méthode viking quand même. Ouais, c'est un peu comme ça qu'ils faisaient. Voilà. Et j'ai un peu regardé les reconstitutions historiques pour comprendre, parce que comme j'étais de levure-là, je me suis dit, faudra peut-être pas que je déconne trop, que j'essaie de respecter à peu près les conditions d'origine, de culture de ces levures-là, quoi. Du genivrier, c'est chiant à chercher, c'est dans les Vosges. J'en suis pas encore là, mais comme elles supportent le houblon, j'utilise du houblon quand même, quoi. Ok. Et donc du coup, la dernière étape après la mise en bouteille, c'est servir et boire, quoi. Ouais, voilà. Ouais. Servir fraîche plutôt, je suppose. Alors oui, c'est intéressant, c'est que il y a des bières. Enfin, moi, je dirais 8 degrés, et puis ça réchauffe progressivement. C'est intéressant de température. Après, il y a des bières qui sont adaptées à être plus chaudes, ça existe. Mais après, c'est vrai quand on sert frais, ce qui est intéressant, c'est que les arômes arrivent un par un. On va séparer les différents arômes. Pendant que la bière se réchauffe, ça c'est intéressant. Après, le souci, c'est que si on boit des bières de types différents, on se mélange les pinceaux. Mais si c'est la même bière, il réchauffe. C'est intéressant, c'est bien de faire ça. D'accord. Alors, là, je regroupais les deux questions suivantes peut-être. C'est quel est le matériel nécessaire et quels sont les ingrédients nécessaires? Parce que là, tu parlais du malt. À un moment, le malt, il faut pouvoir se le procurer aussi. Ouais. Et le matériel, c'est avec le matériel qu'on a à la maison, je suppose. Ouais. Le malt, j'en ai déjà fabriqué. Alors bon, le malt, pour se procurer actuellement, je vais chez un brasseur, en fait, à Strasbourg, qui a du malt bio. Voilà, en plus c'est super bien, il a dit la provenance c'est Alsace, il a été malté en Allemagne, mais la provenance c'est Alsace, c'est vachement bien. Donc je vais chez lui, simplement, c'est Bendorf, voilà. C'est sympa parce que lui, il conseille les gens, il vend du malt, etc. C'est super sympa. Après, j'ai déjà fait du malt moi-même. Et c'est vachement intéressant parce qu'on fait un peu comme on veut pour le maltage, en fait. La base, c'est du malt germé. Le germe doit être assez petit, germé, en fait, je fais comme des graines germées. Donc, c'est-à-dire tremper une nuit. Et une fois que j'ai trempé une nuit, je vire l'eau avec une passoire. Après, je préhumidifie 2 fois par jour jusqu'à ce que ça germe. Et du coup, les germes, quand ils font 1 centimètre ou même moins qu'un centimètre, là, on peut les faire sécher. Et celui-là qui est juste séché, c'est du malt qui a le maximum d'enzymes, en fait. D'accord. Ensuite, alors, il y a 2 possibilités. Soit pour la torréfaction, soit on va le torréfier une fois humide encore. Juste les graines germées, on les passe au four super chaud. Et là, on va avoir des trucs qui vont caraméliser un peu. Soit on va les torréfier une fois qu'elles sont sèches. Et on n'a pas les mêmes arômes. Et on peut aller jusqu'à 200 degrés. Enfin, disons, après, c'est des arômes cramés, un peu café, etc. On peut faire pas mal de choses. Et le malt qu'on fait soi-même, c'est intéressant. Moi, il y a un paysan qui m'avait donné de l'orge. Le problème de faire germer de l'orge, c'est qu'il faut que les grains soient vraiment en bon état. Moi, mes filles de l'orge avec des charançons. Donc, il y avait un boulot de tri qui était délirant. La bière était réussie au bout, mais s'il y a des grains qui moisissent, il faut vraiment les enlever. Il faut être hyper maniaque et c'était chiant. Il faut vraiment avoir du malt en bon état avec l'enveloppe et tout ça. Enfin, surtout pas du malt où ils ont viré l'enveloppe par friction. Vraiment du malt avec l'enveloppe et tout en bon état, avec des grains en bon état. Et là, on arrive à faire quelque chose d'intéressant. Sachant qu'on pourrait théoriquement faire de la bière avec du malt, avec de l'orge germé. On serait pas obligé de faire de la bière avec du malt, on pourrait faire de la bière directement avec de l'orge germé. Qui aura un goût, je sais pas quoi, vert, un goût bizarre. Et les racines et les germes, tout le monde les enlève.
Je crois que j'avais essayé, ça donne un goût un peu bizarre. Les racines et les germes. Effectivement, je comprends pourquoi ils les enlèvent, ça donne un goût un peu... Je me rappelle plus, hein, mais c'est un goût un peu soja ou un goût un peu salé, un peu bizarre. Je comprends qu'ils les enlèvent. Mais bon, tout ça c'est ouvert. Hein. Dès qu'on fait soi-même, on peut essayer tous les paramètres, quoi. Ouais. Du coup, au niveau du matériel nécessaire, j'imagine des casseroles. Tu as parlé des bocaux en verre. Ouais. Alors, un bon filtre. Alors, ouais, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est déjà le bon moulin. Le moulin à café, il va faire des grosses brisures, mais il va aussi faire des fines farines. En fait, le moulin à café n'est pas quelque chose qui va travailler régulièrement. Donc, si quelqu'un, idéalement, pour avoir un moulin avec deux cylindres qui tournent à contresens, qui écrasent les grains de manière uniforme, ça c'est top, c'est l'idéal. Bon voilà, il faut l'avoir, hein, mais disons voilà, si on n'a rien sous la main pour un moulin à café. Mon père m'a dit, en fait finalement, le plus fiable quand on n'a pas de matos, c'est foutre les grains dans un tissu tapé au marteau. Parce que là, on va avoir un résultat plus régulier, où il y a moins de farine, en fait, en gros. Donc, c'est l'idée de ne pas avoir trop de farine, parce que sinon, on galère après à filtrer. Tout ça, c'est au niveau du matériel pour la mouture. Ensuite, ça, c'est important. Ensuite, il y a le matériel, les casseroles. Je disais, il faut en avoir trois casseroles. Si on veut faire, si on veut partir sur des petits volumes, 3 casseroles de 10 litres ou 15 litres. C'est toujours bien d'avoir une troisième casserole de rab. Il y en a une parce qu'on va transvaser en fait, donc voilà, 3 casseroles. Au niveau casserole, c'est déjà de la marmite en fait. Ouais, parce que en fait le truc c'est que en fait le travail est le même si on fait 2 litres ou si on fait 15 litres, le travail est un peu le même. Vaut mieux, c'est beaucoup plus gratifiant d'avoir plus de volume, notamment parce qu'on aura plusieurs bocaux de 5 litres. Dans chaque bocal de 5 litres, on peut mettre des conditions différentes. Et il vaut mieux, déjà c'est une sécurité d'avoir plusieurs fermentations séparées, quand on fait, et puis c'est pas gratifiant de travailler une après-midi entière pour juste avoir 2 litres, quoi. C'est un peu triste, quoi. Oui. Donc voilà, c'est ça. Et donc effectivement, on est plus sur des marmites ou des choses assez grosses. Les bassines, moi j'ai une bassine en inox, elle m'aide beaucoup pour transvaser. Parfois, il faut aussi les bocaux de 5 litres, il faut les stériliser. Donc moi, je les renversais à l'envers dans de l'eau bouillante. Au début, je faisais beaucoup ça. C'est très bien. Après, il y a aussi un truc de stérilisation qui marche bien, c'est le percarbonate de sodium. Il faut mettre du percarbonate en bonne quantité, mais pas une cuillère à soupe, hein, dans un litre. Et il faut que par contre, ce soit de l'eau chaude, de l'eau à 50 degrés, 60 degrés. Non, même pas 50, c'est 60. Le percarbonate, c'est de l'eau à 60 degrés. C'est comme de l'eau oxygénée, ça c'est un bon désinfectant. Il y a mieux encore, hein, mais bon, voilà. Ça permet en fait, le percarbonate de travailler pas bouillant et de pouvoir plus facilement manipuler les trucs. Et pour les bouteilles, on peut aussi utiliser du percarbonate. Une fois qu'on les a nettoyées, ça stérilise encore derrière. Ça, c'est un matériel, le percarbonate, il faut en trouver, c'est pas trop compliqué. Donc voilà, j'ai parlé des bocaux, il faut aussi des bouteilles. Donc 3 casseroles de 15 litres en gros. C'est toujours bien d'avoir une bassine encore en rab, hein, mais voilà. Le tamis, oui, le tamis. C'est-à-dire, moi j'utilise un truc assez petit, un sorte de filtre en céramique d'une cafetière, mais je touille sans toucher le fond. Enfin bon, je triche un peu. Disons l'idéal, ce serait un tamis à farine, mais de gros diamètre. C'est plus facile parce que on met ça au-dessus d'une bassine, on met des cales en bois et on a un résultat qui est pas trop mal, à condition qu'on a bien moulu derrière. Ça va filtrer quand même plus vite, quoi. Okay. Ça c'est bien d'avoir un bon tamis. Il faut aussi avoir, c'est un peu bête, mais la grosse cuillère en bois, parce que quand on brasse, il est brassé, ça veut dire aussi, j'ai pas parlé de ça, mais touiller, touiller, parce que si on laisse couler au fond le malt, il va cramer au fond. Parce que le fond de la casserole est très chaud et le dessus est plus froid, donc si on touille pas en fait en permanence, ça va peu cramer. Il faut le thermomètre aussi. Le thermomètre qui va bien, avec les bonnes températures, en verre, qui fait de 0 jusqu'à 100 degrés, qui permet vraiment d'avoir les bonnes températures au ton bras. Ça c'est important, le thermomètre.
Ouais, c'est en train de me venir en parlant, c'est bien. Ouais. Et après, il y a des gens qui utilisent encore d'autres choses. Hein. Là, je parle du matériel minimal. Hein. Et quoi encore les bouteilles à mécanique, c'est pratique. Une fois qu'on a versé les bouteilles de 5 litres, les bocaux de 5 litres dans une bouteille à mécanique, c'est bien. L'entonnoir, du coup, effectivement. L'entonnoir, c'est important. Un bon entonnoir. Et même pour le brassage, ça peut servir. Hein, donc, pas le brassage, mais les phases de transvasage, ça peut être bien. Quoi encore? Ouais, voilà, je pense que j'ai fait le tour. Après, pour la gazinière, il faut que ce soit... Plus on a du volume, plus il faut un truc puissant. Ça, c'est aussi un truc. Un four qui fait un four électrique ou qui peut permettre de gérer des températures basses, c'est-à-dire un four qui va sécher à 30 degrés. Pour faire les levures, c'est bien. Quand on a les levures norvégiennes, on peut les faire sécher au four, c'est pratique. Un four peut être pratique aussi si on veut faire fermenter d'une levure à haute température. Mais après, il y a mieux que le four pour faire fermenter parce que c'est de très longue durée. C'est mieux d'utiliser un gros tonneau, enfin un truc en plastique, et puis mettre un thermoplongeur d'aquarium à la bonne température. Et après mettre le bocal de 5 litres dedans. Là, on sait que c'est 30 degrés stable, par exemple. Hein. Ça peut être utile. Voilà. Après, on peut avoir une cave aussi. Ça dépend de la température de la levure qu'on veut. Une cave, c'est bien. Qu'est-ce qui me vient encore à l'esprit? Le houblon. Je sais pas, c'est pas du matériel, mais moi, c'est vrai que je le récoltais moi-même. Je récoltais le houblon moi-même. J'en ai même planté. Donc, il y a encore des histoires avec le houblon. Il faut l'utiliser rapidement. Enfin, faut le mettre dans les sachets plastiques. Enfin, encore, c'est des questions de matériel, mais bon, c'est pas. En fait, là, quand j'en parle, je me rends compte qu'on a toujours peur d'oublier quelque chose. Voilà. C'est ça aussi. Mais voilà, je pense que je suis à peu près dans ce qu'il faut. Alors, dernière petite question. J'ai deux dernières grosses questions à te poser. Alors, la question, c'est quelles sont les recettes testées, quelle efficacité, et qu'est-ce que ça fait comme différence avec une bière commerciale? Ouais. Alors moi, les recettes, j'avais fait une bière relativement sombre, pas une bière brune bien foncée. Et comme j'avais fait le malt moi-même, il y avait quand même une grosse différence. Le malt avait un goût particulier, la fermentation avait aussi apporté un goût presque un peu de whisky. C'était particulier, j'ai jamais pu retrouver ça. Faudrait que je réessaye tout le truc. Donc on peut avoir des goûts vraiment particuliers. Voilà, après, qu'est-ce que j'ai fait comme recette? La première que j'avais faite, c'était une sorte de bière assez légère. Voilà, selon la quantité de malt qu'on met, forcément, mais c'est bien, c'est un peu évident de le dire, mais je le dis quand même, selon la quantité de malt qu'on met, moins on met de malt, plus on a une bière légère. Et après, la quantité de malt et la quantité de houblon, plus la bière, plus on met du malt, plus il faut mettre du houblon. C'est-à-dire, le malt, c'est comme s'il atténue l'amertume du houblon. Donc ça, c'est un truc qu'il faut savoir dans les recettes, c'est un principe. C'est que, voilà, donc si on veut faire une bière à 8 degrés, très houblonnée, on va mettre beaucoup de houblon. Si on veut une bière de 3 degrés, très houblonnée, ce sera plus facile. On n'a pas besoin de mettre tellement de houblon que ça. D'accord. Donc ça, c'est déjà un truc par rapport aux recettes. Ensuite, alors, qu'est-ce qui réussit bien? C'est plutôt les bières à 7-8 degrés. Les bières légères sont plus difficiles à réussir parce que plus facile à contaminer. Il faut être un peu plus délicat, plus précis avec les bières légères. Les bières légères aussi, on veut toujours une bière légère qui a quand même du goût, et qui a du corps, et qui a quelque chose. Et c'est vrai que des fois, les bières légères, les gens, on peut vite arriver sur la flotte au niveau des recettes. On peut se planter avec les bières légères. Là-dessus, il faut faire un peu gaffe, quoi. Donc, il faut être un peu astucieux. Il faut s'arranger pour avoir des trucs qui apportent de l'onctuosité, qui sont pas forcément travaillés par les enzymes des levures, du malt. Voilà, il y a des astuces, après il faut expérimenter. Les bières fortes sont plus faciles à réussir, les bières à 7-8 donnent des résultats assez satisfaisants. Après, par rapport à une bière commerciale, comme j'ai dit, on peut tout tester. On peut tester tous les types d'ingrédients, tous les types de process. Les commerciaux, en fait, certains prennent des risques. Par exemple, la brasserie valentinoise, qui est la brasserie de Valence, prend des risques. J'ai rencontré ces brasseurs-là, ils prennent un sacré risque. C'est-à-dire
C'est quoi? C'est-à-dire qu'il expérimente beaucoup ou... Ouais, par exemple, il a fait, par exemple, un truc qui me paraît fou, c'est de la bière à fermentation spontanée. Et je lui ai dit, bah alors tu prends des bières à fermentation spontanée belges, des gueuses, et puis tu lances ta bière avec. Elle m'a dit, ah bah non, ce serait pas spontané à ce moment-là. Non, je prends les bactéries, les levures qu'il y a à Valence. D'accord. Et donc, il prend un seau avec du brassage qui laisse refroidir dans un seau, un endroit de l'air, un endroit, une cave assez propre, je parie, qui est toujours un peu pareil. Et puis, c'est les bactéries de Valence qui arrivent dans la bière. Et bon, après, je dis, mais bon, au début, il a dû commencer avec des petits volumes, je pense, et il n'est pas inconscient non plus. Et puis, il m'a raconté, bon, il y a des moments où on balance quand même des choses à l'évier. Après, il y a quand même des microbiologistes qui sont venus chez lui pour regarder niveau levure, bactéries, comment ça marche, évidemment. Donc voilà, il y a quand même des brasseurs, des pros, c'est là où je voulais en venir, qui expérimentent, font des choses assez impressionnantes, mais l'avantage de brasser soi-même des petites quantités, c'est qu'on peut prendre plus de risques parce que financièrement, si on perd 3 kilos de malt, c'est pas très grave. Imaginons une bière très forte, il y aurait 3 kilos de malt et 3 litres d'eau, ce serait une bière très forte, par exemple. On a perdu 3 kilos de malt. On a fait une expérience, ok, ça n'a pas très bien marché. C'est pas trop grave, le brasseur, il n'a pas forcément le matériel pour faire des expériences, pas forcément le temps non plus. C'est pas évident, certains le font, comme j'ai dit, mais voilà. Et l'intérêt, c'est qu'on peut vraiment sortir sentier battu. L'intérêt, c'est qu'on peut vraiment être exigeant sur la qualité des matières premières. Ça, c'est intéressant aussi parce que les brasseurs ont des contraintes économiques que nous, en tant qu'amateurs, on n'aura pas forcément. Ça, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant encore? Oui, puis ils ont besoin d'avoir les brasseurs professionnels, ils ont aussi besoin d'avoir une régularité dans leurs produits. Ouais, ça aussi. Voilà, parce qu'il faut pas que la 1664 ait 15 goûts différents non plus, quoi. Ouais, c'est ça. Alors, ce que pas mal de brasseurs font, je crois que Bendorf le fait, c'est ils font des bières régulières. Vraiment, c'est toujours les mêmes. Ils essayent de faire toujours les mêmes. Et des moments, il faut des séries limitées. Alors certains, je sais pas à quelle fréquence, mais certains font des séries limitées pendant tous les mois. Avec. Du coup, les maltes, on fait ça que avec de l'orge ou est-ce qu'on peut faire des maltes avec d'autres choses? Ah oui, bonne question. Non, on peut faire bien sûr, on peut faire du malt avec du blé, on peut faire du malt avec du seigle. Ça c'est vraiment, là je te sors les plus évidents. On peut faire du malt avec l'avoine, je sais pas. Je sais qu'une des plus vieilles bières qui était trouvée, c'était aussi à la base, c'était du riz germé qui a été utilisé en Chine. Ouais, alors le riz, je maîtrise pas du tout. Le riz germé, je maîtrise pas comment ça fonctionne. Mais on peut utiliser du riz. Alors, il y a deux choses. On peut utiliser ce qu'on appelle du grain cru. Donc c'est du grain qui va absolument pas être germé, qui va être moulu et qui va être, moulu, pareil que le malt, moulu concassé en fait, en gros. On peut utiliser du grain cru, on peut mettre ce qu'on veut, on peut mettre du sorgho, on peut mettre du sorgho, on peut mettre du maïs, du riz, on peut mettre ce qu'on veut. La châtaigne, alors là, la limite, il n'y a pas de limite. Il y a la bière à la châtaigne, on peut mettre du blanc de chêne, espagnol, il n'y a pas de limite. Farine de haricots, des trucs comme ça aussi, du coup? Ouais, on pourrait. Après, je sais pas si ça pose des problèmes ou pas, mais on pourrait, oui, bien sûr, ça n'empêche pas. Après, de nouveau, ce qui est le problème, le haricot, faut qu'il soit cuit, c'est le problème. Bon, la bière est cuite, donc c'est pas le problème. Ensuite, il y a tout ce qui est germé. Et donc, le malt de blé, c'est courant. Le malt de seigle, c'est en Allemagne, j'en ai entendu parler. Et on peut faire des malts d'autres trucs. Alors ça, j'ai pas beaucoup d'expérience, mais on pourrait imaginer aussi des malts de graines sauvages. On peut prendre des céréales sauvages comestibles, on peut faire du malt avec. Du coup, il y a des là, c'est vaste, c'est vraiment vaste. D'accord. Il y a beaucoup de possibilités. Et la bière blanche utilise souvent couramment du malt de blé qui apporte un certain trouble.